Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien. On va démarrer. Donc, j'espère que tout le monde est là, tout le monde est présent. Merci d'avoir répondu à l'appel de ce premier meet-up virtuel. Je vais me présenter. Je m'appelle Julien Bichon, je travaille pour la Société des Dossiers. Je suis en charge de l'animation des user groups de Paris et de Toulouse. Je voulais profiter de cet événement virtuel pour saluer, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais toutes les personnes qui gèrent des user groups partout en France. Aujourd'hui, les user groups sont présents dans 18 villes. Vous pouvez voir chacun des petits logos sur la gauche de mon écran. Ça représente plus de 15 000 personnes partout en France qui se réunissent régulièrement. Voilà. Pour le meet-up de ce soir, on va remercier Alex et Sébastien qui ont mis en place ce dispositif. Donc, il faut savoir que nous derrière, on est sur tous les speakers, on est sur Skype et on retransmet tout ça sur la chaîne Twitch de Sébastien. Donc, si vous souhaitez vous aussi découvrir le dispositif qu'il y a derrière et pourquoi pas organiser des événements sous le même format, je vous invite à contacter soit Alex, soit Sébastien, ou à vous rendre sur l'adresse, sur le lien que j'ai indiqué en bas de mon écran. Je vous le transmettrai tout à l'heure directement dans le chat sur la chaîne Twitch. Je profite aussi d'avoir la parole que nous avons créé un Slack qui réunit tous les utilisateurs AWS français et francophones. Donc pareil, je vous glisserai le lien directement dans le chat tout à l'heure. Et en profiter également pour vous dire qu'on est en recherche de sujets et de lieux, de sponsors pour les meet à venir, en espérant que la situation actuelle se rétablisse au plus vite. Pour le meet-up de ce soir, je vais laisser la parole tout de suite à Alexis Dahan, donc de chez AWS, qui nous présentera la GameTech AWS. On aura aussi ensuite le plaisir de recevoir Manuel, donc qui travaille chez Voodoo, qui nous présentera toute la partie data analytics qu'ils ont pu mettre en place. Et enfin, vous le connaissez peut-être parce qu'il était intervenu sur le summit de l'année dernière, Gilles Chervy, qui travaille chez Gameloft et qui nous présentera tout ce qu'ils ont mis en place chez Gameloft. Je vous souhaite un bon meet-up à tous et je vous dis à tout à l'heure. Alexis. Merci Julien. Bonjour à tous. Alors, la première chose que je vais faire, c'est essayer de vous partager mon écran. Ouais. Hop. Donc bonjour à tous. Écoutez, effectivement, circonstances exceptionnelles, c'est assez original de faire ça à distance. Donc premier meet-up pour moi et puis premier meet-up du coup en virtuel. L'objectif du jour, c'est assez simple. J'ai une vingtaine de minutes devant moi pour vous présenter ce que c'est que la GameTech d'AWS. Donc si vous êtes présent ce soir, c'est qu'a priori AWS vous connaissez un petit peu. Donc on va essayer d'explorer des parties que vous connaissez moins, qui est notre univers et notre marque qui est dédiée au secteur du jeu vidéo. Donc, comme vous connaissez un petit peu AWS, vous savez que AWS aujourd'hui c'est des millions de clients actifs dans le monde avec une empreinte globale. On est connu pour la Customer Obsession, donc le fait qu'on aide vraiment nos clients à essayer d'accélérer fortement sur le développement de leurs outils numériques et être le partenaire de la transformation numérique partout dans le monde de tous les clients. Et vous savez également probablement que tous nos services s'appuient sur une infrastructure physique qui est faite de régions et de zones de disponibilité, donc je ne vais pas forcément rentrer dans ce détail-là. Vous savez aussi probablement qu'on a des clients un peu partout dans le monde et surtout dans tous les verticaux. Donc, on travaille aussi bien avec des géants du retail, de la téléphonie ou du cinéma, mais également du jeu vidéo. Et puis, si vous êtes là ce soir, c'est surtout que vous savez qu'on a une très large communauté autour d'AWS, avec plus de 1138 meet-ups dans le monde et plusieurs, dont beaucoup en France, 75 000 users sur Reddit. Et puis globalement, ce que j'essaye de faire passer à travers cette planche, c'est le message que quand vous utilisez AWS, vous n'êtes pas seul et que globalement, n'importe quel projet que vous essayez de réaliser, il y aura quelqu'un qui sera là pour vous aider. Donc tout ça, vous le savez probablement parce que vous utilisez AWS ou vous êtes intéressé à AWS.
Par contre, ce que vous savez un petit peu moins, c'est sûrement qu'on a une équipe et une marque qui est entièrement dédiée à l'univers du jeu vidéo et qui s'appelle AWS GameTech. Alors pourquoi AWS GameTech? En fait, on s'est rendu compte en travaillant avec l'univers du jeu vidéo que c'était une industrie qui était très particulière. Mes slides sont en anglais, mais je ferai l'intégralité en français. Et la première chose, c'est que quand on travaille dans le jeu vidéo, on parle d'art et de technologie. C'est avant tout un paradigme qui est très important. 50% d'art, 50% de technologie, et c'est les deux drivers qui vont principalement amener les studios de vidéo à faire des choses de qualité. Et ce qui est aussi hyper intéressant et qu'on a dans assez peu d'autres industries, c'est qu'on a 100% de gens qui sont complètement passionnés par ce qu'ils font. Souvent, les réalisateurs de jeux sont aussi des joueurs de leur propre jeu, et donc ils mettent un niveau de qualité qui est assez impressionnant dans la réalisation de leur jeu. Enfin, c'est un univers qui est complètement particulier. Il y a un langage particulier, il y a des langages qui sont appropriés. Il y a tout un univers dans le développement de jeux qui est très très fort et qui est très très au devant des problématiques technologiques et de l'innovation, parce que très clairement on est sur un vertical ou en tout cas une industrie qui a besoin de 100% de tout le temps innover et d'être tout le temps au devant de ce qui se fait de plus novateur. Et puis, c'est une industrie qui change énormément. Depuis quelques années, on a vu l'explosion du jeu mobile, hein, que ce soit avec Candy Crush, Clash of Clans ou bien Angry Birds. Le monde du mobile a complètement révolutionné la façon dont on faisait du jeu vidéo. Et puis, on aurait dû être chez Voodoo ce soir, donc ils pourront en parler mieux que moi. Depuis maintenant 2 ans, il y a un nouveau mode qu'on voit beaucoup aussi, qui a été lancé par Fortnite, qui est l'avènement du Battle Royale. Donc, je sais pas si vous jouez en ce moment à Fortnite ou par exemple à Warzone, vous verrez que c'est des expériences qui sont assez technologiquement incroyables, hein, puisqu'on est plusieurs centaines de personnes à jouer en simultané sur un environnement ou une map partagée. Et puis il y a plein d'autres choses, l'arrivée des nouvelles consoles qui va encore bouleverser les développements, le fait que potentiellement que Stadia soit arrivé, donc mettre une nouvelle couche de technologie aussi dans le jeu vidéo. Bref, c'est quelque chose qui change en permanence, c'est un univers qui change en permanence et où il y a besoin de s'adapter tout le temps. Sans parler ne serait-ce que du e-sport, où c'est une industrie qui est en train de grandir et où à peu près toutes les entreprises commencent à s'intéresser. Et du coup, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les studios étaient challengés. Parce que dans cet environnement qui change énormément, comment on fait pour s'assurer que technologiquement on reste à la pointe? Comment on fait pour s'assurer que on fournit un contenu qui est qualitatif et qui change régulièrement pour pas ennuyer les joueurs et continuer à garder ce qu'on appelle le love of the player? Et puis comment on fait également pour engager avec une communauté? Parce que c'est ce qui va faire vivre un jeu, hein. Quand on a un jeu qui marche bien, on a une communauté autour de ce jeu-là. Et c'est cette communauté-là qui va faire vraiment vivre et réussir ce jeu. Et donc pour accompagner, et du coup c'est pour accompagner ces studios-là qu'on a créé à AWS GameTech, et puis ça marche plutôt pas trop mal parce que aujourd'hui 90% des studios majeurs dans le monde, donc le top 250, travaillent avec AWS. Ça va de Epic Games, qui fait donc Fortnite, à Gameloft, dont on entendra le CTO et le VP Emerging of Technology, Gilles Chervy, parler tout à l'heure, en passant par Bandai Namco, qui édite le Dragon Ball Z Kakarot, par exemple, Voodoo ou Ubisoft, qui sont des studios français. Alors, c'est bien beau de dire tout ça, mais alors, c'est quoi la Game Tech? Effectivement, on est une équipe, donc ça c'est une première chose, on a une équipe dédiée aux jeux vidéo en France, donc on a bientôt une dizaine de personnes qui est dédiée vraiment uniquement à cet univers-là, avec des gens qui ont travaillé dans l'industrie, qui maîtrisent le développement de jeux vidéo, qui connaissent la façon dont sont faits ces cycles et qui maîtrisent justement toute l'industrie que je viens de vous présenter. Et puis on a également tout un set de services. Donc on a quelques services qui sont dédiés aux jeux vidéo et des services AWS entre guillemets plus traditionnels que vous connaissez, qui peuvent être mis ensemble bout à bout pour faire des solutions dans le monde du jeu vidéo. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard dessus, mais globalement ce qu'on propose, hein, c'est du back-end services, donc tout ce qui va être derrière le jeu que le joueur ne va pas voir mais qui va être hyper important pour qu'il puisse jouer correctement. Toute l'analytics, comment on fait pour maîtriser le comportement des joueurs, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans son jeu et qu'est-ce qu'on peut faire avec les données qu'on a dans le jeu. Tous les outils pour le développement et la partie business success, on reviendra un petit peu dessus, c'est comment on peut vous aider à faire mieux ou à trouver des nouvelles initiatives dans le monde du jeu vidéo. Alors on va commencer avec quelque chose qui est assez simple, mais on parle des back-end services, donc la première chose c'est le game server. Donc pour ceux qui connaissent pas le game server, c'est en fait là où vous allez vous retrouver
quand vous faites un jeu multijoueur pour jouer avec d'autres. Donc si on prend l'exemple de Fortnite ou de Warzone sur Call of Duty, quand vous jouez à 150 personnes en même temps, vous jouez sur un serveur qui est distant et qui va agréger toutes les personnes sur la map ou sur l'espace dans lequel vous allez jouer et qui va proposer cette expérience multijoueur. On appelle ça aussi du game server hosting et chez AWS, ça a plusieurs façons de se retranscrire. La première chose, c'est que votre jeu, il est une communauté de 10 joueurs ou de plusieurs millions de joueurs. Pour nous, ça va être complètement transparent. Une fois que vous allez utiliser les outils AWS, ça va scaler up and down tout seul de la même façon que ce que vous aviez sur des applications web traditionnelles. Et donc, vous n'allez pas avoir à vous occuper de prévoir le succès de votre jeu, ce qui est très important. Pour info, par exemple, quand Fortnite a atteint 300 000 joueurs concurrents quelque part en fin d'année dernière, il faut voir qu'il y a 2 ans, il y en avait quelques milliers maximum. Donc, pour atteindre ce scale et pour être capable de grossir à cette échelle-là, il faut un partenaire comme AWS qui peut les aider à faire ça. Le deuxième partie, c'est qu'on va être capable aussi d'amener toute la sécurité qui va se retrouver dans AWS nativement et éviter à la fois les tricheurs, d'une part, mais également même les attaques par déni de service ou tout ce qui va être des failles de sécurité récurrentes. Et puis, plus globalement, au travers de l'infrastructure qu'on a, qui est partagée et qui se trouve donc globalisée à travers le monde, on va être capable de vous fournir ce qu'on appelle de la faible latence. Donc en fait, le fait que vous pouvez jouer avec des joueurs qui sont proches de vous et que les game servers, donc les serveurs de jeu, soient géographiquement très proches de vous pour garantir une latence très faible et donc une expérience de jeu assez qualitative. Et puis il y a tout un tas d'autres choses comme notamment le matchmaking, qui va être une partie qu'on va être capable aussi de fournir aux éditeurs de jeux vidéo, soit en managé, soit en fait par le studio directement. Et le matchmaking, pour ceux qui connaissent pas, c'est la façon dont on va faire, les règles qui vont faire qu'on va mettre tel joueur avec tel joueur en fonction soit d'un niveau, soit d'une géographie, soit de tout un tas de critères que l'éditeur du jeu aura décidé. Alors comment ça se traduit ça chez AWS? Il y a 2 façons de faire du game server avec la plateforme. La première, c'est hoster, donc le game server assez traditionnel. Vous allez mettre tous vos joueurs sur des Amazon EC2 qui sont en fait notre service d'instance virtuelle. Et puis avec autoscaling, ça va globaliser ça va scaler up and down, donc en fonction du nombre de players et des ressources qui sont consommées. Et l'avantage, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de vous occuper de quoi que ce soit en termes de capacité. Dans des temps comme aujourd'hui, c'est malheureux, mais le confinement fait que beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo. Et gérer un data center dans ces périodes-là, c'est vraiment pas évident. Donc être capable de, par exemple, pouvoir scaler sans avoir à s'occuper derrière de comment ça va marcher, c'est quelque chose de très important. Donc ça, c'est une solution un peu homemade, mais qui permet de s'appuyer sur une infrastructure qui est résiliente et distribuée. Et puis, il y a une autre façon de faire du game server chez AWS, c'est ce qu'on appelle Amazon Game Lift. Donc c'est un produit qui est disponible à travers la console AWS, qui est dédié à l'univers du jeu vidéo, et qui permet en fait de manager des game servers. Donc vous allez plus du tout avoir toute la complexité ou le travail de lancement des instances, de management, de patching, d'installation des OS, etc. Là, vous avez simplement soit un matchmaking qui est à l'intérieur du jeu, soit vous avez un matchmaking qui est à l'intérieur du service, soit vous importez votre propre règle de matchmaking. Vous cliquez et en 2-3 étapes, vous avez un outil qui permet de scaler et d'accueillir autant de joueurs que vous le souhaitez assez rapidement. Donc ceux qui en parlent le mieux, comme d'habitude, c'est souvent nos clients. Hein. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran et un témoignage de Brian Bicom, qui est le lead engineer online de Castle Creeps Battle, qui est un jeu qui a été fait par Hotplay Entertainment et qui explique globalement, sans le en le paraphrasant justement, que ça leur a permis avec Gameville de pas se préoccuper d'avoir à gérer la technologie multijoueur, mais vraiment de pouvoir se concentrer sur la qualité de l'interaction entre les joueurs et du gameplay, ce qui est quand même l'essentiel dans le jeu. Et puis il n'y a pas que, hein, évidemment, on a beaucoup de studios qui utilisent Gamelift aujourd'hui, Ubisoft en France avec notamment For Honor qui tourne sur cette technologie, et puis d'autres studios non moins connus comme Bethesda ou Gearbox Software. Donc ça, c'était pour la partie game server. La deuxième, c'est la content et delivery protection. Donc en gros, content delivery et la protection. Donc en gros, ça va être toute la distribution de la donnée et comment on va être capable de la protéger. Comment ça fonctionne? Ça, si vous voulez, en fait, quand vous téléchargez un jeu sur l'App Store ou
ou sur Android potentiellement derrière. Quand vous avez un jeu mobile, vous allez télécharger souvent des mises à jour, ou alors vous allez vouloir distribuer du contenu assez rapidement au plus près des joueurs. Et comme les joueurs sont des gens impatients, comme beaucoup de gens, ils ont envie que tout arrive le plus vite possible. En fait, quand vous allez utiliser AWS, vous allez être capable d'envoyer ce contenu, non pas seulement en utilisant le réseau d'AWS, donc un réseau qui est distribué et qui permet d'aller assez vite avec les gens un peu partout dans le monde, mais en plus, vous allez pouvoir bénéficier de toute l'intégration avec l'ensemble des services, qui fait que vous allez pouvoir, par exemple, mettre un produit comme Shield, qui va faire la protection anti-DDoS niveau 1, niveau 2, mais également toute la partie intégration avec des services comme Lambda, qui sont des problématiques de serverless, des outils serverless at edge. Donc, vous allez être capable même de configurer en fonction du joueur la façon dont il va recevoir ce contenu-là. Donc ça, c'est des outils qui sont très puissants et qui permettent d'accélérer en fait la façon dont le jeu auprès des utilisateurs, ce qui est probablement le plus important parce que c'est la première étape vers la réalisation du jeu. Le troisième pan, pardon, c'est l'analytics. Donc, dans un monde où tout le monde a besoin de la data, c'est pas réservé exclusivement aux jeux vidéo. L'analytics fait état d'une vraie discipline. Hein. On a besoin de maîtriser comment ça fonctionne. Et dans le jeu vidéo, on s'en rend peut-être pas forcément compte quand on est étranger à cette discipline, mais le nombre de données qui est disponible il est assez monstrueux. En fait, globalement, ce que vous allez pouvoir faire avec les outils d'analytics traditionnels d'AWS, on n'a rien de spécifique pour le jeu vidéo, mais toutes les solutions s'imbriquent les unes aux autres pour être capable justement de proposer à peu près n'importe quel type de service pour un jeu. Vous allez être capable notamment de faire de la compréhension du comportement des clients et des joueurs. Donc, par exemple, vous allez pouvoir voir dans quelle partie de votre jeu les joueurs s'amusent et dans lesquelles ils ont beaucoup plus de mal. Si on prend un exemple assez simple à comprendre, vous êtes en train de jouer à Assassin's Creed ou un jeu de plateforme quel qu'il soit, et puis vous vous rendez compte que en fait les joueurs vont être bloqués tout le temps au même moment dans le jeu, et donc ça veut potentiellement dire soit que la narration n'a pas été faite correctement et que vous n'avez pas réussi à expliquer comment passer d'une étape à l'étape suivante dans le jeu, ou alors justement ça va retranscrire un niveau de difficulté plus important à ce moment-là qu'à un autre, ce qui peut être une volonté ou pas. Et puis il y a tout ce qui se passe aussi en multijoueur. Donc par exemple, essayer de comprendre comment se passent des parties multijoueurs, combien si on prend un jeu de tir par exemple, ou un jeu de guerre, comment vous êtes capable de maîtriser le nombre de tirs qui sont faits dans un jeu. Est-ce que ça va vous permettre de donner des bonus ou des malus en fonction de certains attributs. Et puis il y a tout ce qui se passe encore en dehors du jeu, qui est aussi très important, et notamment la monétisation. Comment vous allez être capable de distribuer du contenu publicitaire si vous le souhaitez, par exemple si vous êtes un jeu mobile au plus près de l'utilisateur et un contenu publicitaire qui l'intéresse. Ça sert à rien de montrer une voiture peut-être à quelqu'un qui n'a pas de permis, ou de faire de la pub cross-game, donc pour un autre jeu. C'est toutes ces disciplines-là qui sont très importantes et qu'on va pouvoir amener au plus proche des studios pour justement être capable de leverager la data, enfin de faire utilisation de la donnée. Et puis je pense que Manuel Pozo, un petit peu plus tard aujourd'hui, nous présentera un peu plus en détail comment ça fonctionne justement chez Voodoo, cette partie analytique. Et je vous ai mis un exemple, donc Fortnite, qui fait l'essentiel de son big data avec AWS, donc toute la collecte de données. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, Fortnite, c'est des millions de joueurs. Hein, ils atteignent très, très fréquemment 100 000, des centaines de milliers de joueurs concurrents sur leur plateforme. Pour vous donner un petit peu une idée, les échelles de données, hein, c'est 125 millions d'events, donc d'événements qui se passent par minute. Chez Fortnite. Donc, ils ingèrent 125 millions de lignes d'événements qui se passent. C'est un très gros pipeline. Hein. Tout ça tourne sur AWS, donc sur l'architecture que je vous expose là à l'image. Si ça vous intéresse de comprendre un petit peu plus en détail et d'aller vraiment creuser sur comment ils font, il y a une vidéo d'où est extrait ce diagramme qui est Fortnite à Reinvent en fait l'année dernière. Donc, vous tapez AWS Fortnite Reinvent et vous aurez tout le loisir de découvrir le discours du CTO du studio qui fait Fortnite et qui explique justement comment ils utilisent la donnée à l'échelle avec AWS et comment ils font pour monétiser et utiliser la donnée des joueurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que Fortnite reste un jeu gratuit, mais qui est free to play, mais qui génère quasiment 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Donc il explique un petit peu toute cette partie. Un autre aspect on a beaucoup de traction en ce moment dans l'industrie, c'est toute la partie
intelligence artificielle et machine learning. Alors, ça peut aller très 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 loin et l'utilisation elle est aussi diverse que le nombre de studios ou tout ce qu'on peut imaginer comme jeu. Mais ça peut aller par exemple de l'automatisation de difficulté. Donc par exemple, vous allez jouer à des jeux qui vont s'adapter à votre niveau de jeu pour devenir de plus en plus difficile en fonction que vous progressez, ce qui vous donnera toujours l'impression d'être challengé sans que ce soit jamais trop facile ni trop difficile. Donc, voilà le genre de choses qu'on peut faire. Ou alors la détection de tricheurs, parce qu'il y a des tricheurs maintenant avec l'argent réel dans les jeux, c'est devenu un vrai problème. Et tout un tas d'autres choses comme de la recommandation d'achat in-store ou ce type de choses. Et donc avec AWS, vous allez avoir pas mal d'outils qui sont déjà disponibles sur étagère. Amazon SageMaker qui permet notamment d'entraîner des modèles de machine learning, le tout en manager. Donc vous avez qu'à choisir le bon framework entre guillemets, entrer quelques lignes de code. Faut s'y connaître un petit peu en data science, mais globalement, on arrive à créer des modèles assez rapidement. Et c'est utilisé assez largement à travers les studios qui eux n'ont pas forcément qui ont des bonnes compétences techniques, mais pas des ressources en data science. On va retrouver Amazon Lex, qui est une automatisation de bots. Donc, si vous avez besoin de mettre un chat avec un bot intelligent dans le jeu, ça peut être le cas, par exemple, si vous faites un jeu solo où vous voulez que le joueur principal ait un assistant virtuel pour avancer dans le jeu. Donc, vous allez pouvoir mettre du Amazon Lex qui va recommander automatiquement, en fonction de l'étape dans laquelle on est, un trajet ou un autre. Amazon Recognition qui permet de faire de la reconnaissance de visuel, Amazon Transcribe qui fait de la reconnaissance de texte, et puis globalement à peu près beaucoup d'outils sur étagère de simplification de ces outils-là, dont notamment un qui est beaucoup utilisé dans le jeu vidéo, qui est les deux qui sont utilisés en conjointement dans le jeu vidéo, c'est Amazon Translate et Amazon Poly, dont on se sert pour la localisation, donc le fait de traduire le contenu d'un jeu dans toutes les langues, et Poly pour le dire à haute voix. Donc, ce qui permet, quand on fait un jeu et qu'on a un petit studio et qu'on n'a pas forcément les sous pour aller se payer un service de localisation, d'utiliser ces outils-là pour être disponible au Japon, en Chine, en France et aux US, le tout en ne maîtrisant pas forcément les quatre langues. Donc, j'ai mis à gauche une petite partie de ce qu'on retrouve comme use case, comme cas d'usage dans le jeu vidéo avec le machine learning. Par exemple, il y a un studio français qui utilise le machine learning AWS pour générer des bots à la demande. Donc, ils sont dans un stade de développement de leur jeu, ils ont besoin de tester avec plusieurs milliers de joueurs concurrents, mais au lieu de mettre un bot qui fait tout le temps la même chose, ils veulent simuler un comportement humain dans le jeu. Donc, avec du machine learning, ils sont capables de tester leur jeu avec un comportement simulé humain directement à l'intérieur de la plateforme. La cheat detection, on en a parlé, la fraude aussi, la prédiction du comportement du joueur, ça va être utilisé soit dans le nivelage automatique, soit à des fins de monétisation, et puis pas mal de choses. Donc la localisation, j'en parlais, les chatbots et le fait de tuner son jeu. J'ai pris un exemple, Angry Birds. Donc ils ont fait un super article qui est sorti dans Wired il y a ça maintenant quelques mois, où ils expliquent justement comment eux ils utilisent le machine learning avec AWS pour réduire en fait la propension de joueurs qui part du jeu. Donc en fait éviter que les joueurs se lassent. Donc ils ont observé des comportements réguliers et ils ont été capables en fait maintenant d'identifier assez tôt quand un joueur prend un chemin d'une personne qui va quitter le jeu en fait après quelques parties, et donc ils vont lui amener du contenu supplémentaire, des bonus, voire même éventuellement des cadeaux qui font que le joueur va retrouver de l'intérêt dans le jeu. Ils s'en servent aussi pour faire de la prédiction de joueurs qui payent. Donc ça, dans le monde du mobile, quand on fait un jeu gratuit, globalement 5% des joueurs vont payer pour 100% de la population. 95% va jamais payer, va jouer en free to play, et 5% va payer, va justement dépenser de l'argent dans le jeu, et ces 5%-là doivent faire la rentabilité de l'entreprise sur l'intégralité. Donc c'est très important de les repérer et d'être capable d'aller monétiser assez fortement auprès d'eux. Ils se servent aussi de ces outils-là pour être capable de faire du ce qu'on appelle crossplay ads, donc en fait de recommander un jeu qui est aussi fait par Rovio, qui est l'éditeur d'Angry Birds, à l'intérieur d'Angry Birds pour les proposer et essayer de faire en sorte que le joueur puisse installer d'autres jeux de Rovio et donc qu'ils grandissent dans l'écosystème. Et puis, donc, je le disais tout à l'heure, le level design. Donc, le level design, c'est vraiment tester avec des comportements humains des nouveaux
niveaux, des nouvelles maps, des nouveaux niveaux, pour essayer de voir et de prédire le succès que ça va avoir. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'ai essayé d'être assez rapide et concis et entièrement disponible pour toutes vos questions si vous en avez. Puis j'aimerais juste faire une petite slide. On est disponible pour vous. Donc si vous êtes un studio, si vous êtes en train de développer un jeu, si vous êtes un publisher, n'hésitez pas à nous contacter. On a une équipe en France qui est là pour vous. On est là sur Twitter, on a un blog, on a pas mal de ressources. On a un site qui est tout à fait dédié avec l'intégralité de ce que je viens de vous remontrer. Et puis, on recrute. Donc, si vous êtes passionné du jeu vidéo et de la technologie, n'hésitez pas à me contacter directement. On a besoin de vous. Voilà. Merci Alexis. Alors, merci Alexis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. N'hésitez pas à les poser directement dans le chat. J'en ai vu là déjà deux passer. La première étant Blizzard fait du peer-to-peer pour les updates et ça marche bien aussi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu peux nous en parler, Alexis? Alors, Kylian Blizzard est un client d'AWS, après sûrement pas intégralement. Je saurais pas vous dire, oui, le peer-to-peer est une façon de faire du téléchargement ou même du game server. Je sais pas exactement de quoi on parle, pour être un peu plus précis. Ce que je peux donner comme exemple, c'est que For Honor, qui est un jeu d'Ubisoft, qui était en peer-to-peer a très mal marché la plateforme multijoueur parce que la plateforme multijoueur marchait très mal. C'est la synchronisation multiplayer, c'est la pas évidence d'envoyer beaucoup de data, pas évidence, ça demande d'envoyer des latences souvent, des latences qui sont souvent assez peu professionnelles, quoi, en tout cas assez peu professionnelles, quoi, en tout cas qui sont pas au niveau de ce que les joueurs attendent. Et donc on a tendance à passer sur GameLift ou en tout cas des technos qui s'éloignent du peer-to-peer. On dit qu'il y a de l'écho. Est-ce que ça s'est résolu? J'ai une autre question, Alexis, qui arrive sur les diagrammes d'architecture associés à ces cas d'usage seraient-ils disponibles? Oui, tout ce que je vous ai montré est disponible sur le GameTech blog. Donc il y avait là vous voyez mon écran, mais voilà, vous avez les liens qui sont ici. Je sais pas, Julien, si on les rend disponibles ou pas, mais si les decks sont rendus disponibles, tout est disponible sur Internet. Ok, donc ce qu'on fera, c'est que moi je récupérerai tous les decks et ceux qui seront échanges et partageables, je vous les enverrai par la suite par email. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je n'en vois pas. J'ai l'impression que c'est bon. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous. Et puis on va passer au second speaker. Manuel, est-ce que tu peux reprendre la main? Du coup, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez? Salut. Voilà. Du coup, je m'appelle Manuel Pozo. Je suis vraiment désolé, je ferai le talk en anglais parce que je sais bien qu'il y a des gens de l'étranger, États-Unis, qui vont regarder, qui ont besoin aussi de bien comprendre. Du coup, my name is Manuel Pozo. I work as data engineer at Voodoo. And today we're going to talk about the data architecture. So thank you, Alexis, for the introduction because you have talked about many of the technologies we are using today. I think it's going to be very, very simple to follow up this talk. Today is a special focus on the data architecture and pipelines, as I said, but mainly for the data business side. So I'm going to talk about Voodoo first to give some context. Actually, when I talk about Voodoo, people doesn't really know what's Voodoo. So we start realizing that after a few minutes discussing, they do really know what's Voodoo. Actually, Voodoo is one of the largest companies on the gaming. Voodoo is the biggest one worldwide who has the most downloads on the App Store. The second mobile company just after Google, actually. Just talking about some data, because today the talk is about data. We have released more than 170 games since 2018.
About downloads, we have more than 800 downloads since 2018, US only, and Android and iPhone both. We have 3 billion downloads since 2018 as well. So it's pretty much actually. Only in the past 5 months, we have worldwide 600 million downloads. It's pretty amazing as a scaling. So the main context is that before we used to work, we used to play, but today there's no need to be a professional gamer. You can play anywhere, you can play anytime. You can probably play them right now, even if this talk is being not so interesting. Our titles are very diverse. Today we have, for example, Snake and Versus Block. We have Paper.io, we have Hole.io, we have Aquapark. All of them, there are games that are very snackable, that you can play on the metro and the underground. So really very simple games. But Voodoo is also other things. Voodoo is also applications. Since 2019, or even a little bit before, Voodoo started creating some iOS apps about news and content media, also about social interactions. But today they're even trying to connect these applications to our own games. Voodoo creates also tooling. We help people to do marketing campaigns, to do the publish of new games. We help some studios, or internal studios or external studios. We help game developers in their everyday daily job to create and control their games. We have remote systems to remotely change the behavior of some of our games. And of course, Voodoo is data. Voodoo is analytics actually today. And this is the focus of the talk. So we're gonna explain it better. So what's data at Voodoo? This is very important. As we said, we have more than 170 games. In terms of user, we have more than 40 million daily active users. So this is very high demand on that. In terms of data, is quite a lot actually as well, about 20 terabytes per day. But since our games and our users are increasing, our data is also increasing every day, almost every day by 1 terabyte or more. So more about the data we have. We have data from the user acquisition data. We have user game level data. We have data from outside, like ad networks. We have third-party data. We have data for the human resources team, data for the finance. And since 2019, all this data was very diverse. Some data was in MySQL, other data was in Postgres, DynamoDB, Excel, Amazon, S3. It was very, very heterogeneous. So the data team, they had some focus and challenges to tackle. The biggest challenge was to make the first move, actually, to say, let's go. We have many heterogeneous data. We want to centralize the data. Normally, data teams that create data lakes and data warehouse that scale gradually within the company. So we don't start from scratch. We start collecting data, stocking data, and then serving the data. But in Voodoo, we already have all that amount of data, and we had to build the whole system around that. So we had to switch from a multi-environmental data-driven decisions using third-party tools on web applications to a much more agile and trustworthy in-house data-driven decisions. With all of that, of course, we had the problems of data, like the volume we had to deal with, the variety, the velocity, and the veracity of the data. This is something we have to tackle every day. But our team was only composed of 2 data engineers and 4 data analysts. And of course, since the business has to go on, the deadline to build all these data analytics stacks was for tomorrow. So as soon as possible, we had to provide our clients or internal clients for marketing or publishing of tooling and data very trustworthy. So
if we have to sum up that architecture, it's really simple. We could stay here actually. We have the data input with some data collection, some dumps, even pull from some SQL databases. Our goal is to centralize all this data. For us, centralization means also preparation of the data, means the cleaning of the data, means the interconnection of the data, means even to create some aggregations over the data, in order to other systems like the data exploitation systems can query our data finely with no uses and as low latency as possible. So our data dashboarding is also connected to our data exploitation. And I'm going to deep dive on every one of these points right now. We're going to develop the data input, centralization, and exploitation. We're going to put some labels on these components. And of course, we're going to talk about the technical part of it. So just for some buzzwords, data for us is also Kubernetes. Data for us is Airflow, is GitHub, CircleCI for the CDCI. Data for us is JavaScript for the backend side, Python to code some jobs. Of course, it's Scala and Spark, but mainly of all, it's Amazon Web Services. So let's go step by step. We're gonna follow the journey and the decisions and problems we had during this conception and our architecture. So the first iteration was the real need. Actually, we had some data analysts and they wanted to be very autonomous while querying their data. So the first thing we had to deliver very fast the project. We had to give the very first tables so that they can work and analyze. And also we have to be very fast to retrieve the first feedbacks and know how can we improve this stack. So as I said before, we can only decompose the system in 3 components. We have the data input, we have the data centralization, and we have the data exploitation. In the data input side, we used in the past Amazon ECS, which is mainly an orchestrator for our Docker. So it mainly hosts our backend side, which is a Node.js backend, to forward the data from the mobile clients to our Firehose streaming side. Firehose is very simple to use. In order to stream the data, you just need to push data into Firehose, and the managed solution is going to stream it to the sync side. So for us, the sync side is S3, Amazon S3. Coming with Kinesis, Firehose, we have 4 main points to watch. Is that the format of the data? At first, we have chosen JSON. We have to take care of the one bandwidth we are dealing with, because sometimes Firehose may charge a lot, so we have to split the data into several Firehose or not, or even ask for more bandwidth. We have to parameter a little bit more as well the buffer of our Firehose, or the flash interval of our Firehose, which is going to send the data to the S3. So those are points that we have to tackle and to take care of. On the centralization side, Kinesis Firehose is sending the data to S3, and it has a simple partition of first the years, month, days, and the hours, which is fine for at first time. Maybe you want to add more after that, and that's what we're going to do in the next iteration. In order to exploit this data from S3, what we use is simply it's Glue, actually. Glue has a component called the Glue crawler, and the Glue crawler is going to pass over all the S3 data we have stored in our data lake, and it's going to create tables within the AWS Glue catalog. So these tables are directly linked to the data in S3, and they simply show you the metadata they have before being queried. So to be queried, actually, we use the data exploitation system, the component part. At first, we used Amazon Athena. Athena is simply an SQL database with Presto behind the scenes.
So it's going to query the real data on S3 through the catalog composed in Glue. This was connected to our first data visualization part, which is for us is CSense in Periscope before. And the main thing that we can point out in here is that all this pipeline was created in I think 1 week, 1 week and a half. So very quickly we were able to see what's going on in our data and how can we iterate. So as I said, very fast we had the main feedbacks for that and the main pain points we were suffering. So for example, in the data collection part, of course we don't collect the data only from the clients, only from the games. We have many data sources and we want to integrate them all into our data centralization part. The data format was not the best thing to do. JSON is very good for the development, but data exploitation and storage is way much different when you use JSON. The cost is higher and the complexity of the engine querying the JSON files are higher, so you're going to pay more. So maybe changing this format is also something that we had to do. Also, for the Firehose part, we noticed that even if the buffer, the flash, was synchronized with our collection of the data, sometimes some data are not well located in the correct partition. For example, we may have data from 1 hour, let's say right now at 7. It's been collected at 7:59 minutes, and this data might appear in the partition of the 8. So that means that partitions are good, but files might be misplaced. And to query these files from Athena and Glue, we would like to have them in the correct partition, actually. So we are going to tackle these weaknesses right now. In the second iteration, what we did actually was to change almost the whole data input side. So before, as I said, we were using ECS for the Docker orchestration for our backend sites. Today, we are using Kubernetes, using the Amazon service EKS. And in Kubernetes, we have hosted our own Airflow, which is going to schedule jobs and schedule scripts in order to collect data from other sources, not only the data which is pushed directly to the backend, but also data which is going to be a pull from other APIs or from other databases or files. So these data are merely collected by using Python jobs inside Airflow and connected to our S3 directly. So now we have what we call the raw Amazon S3. This raw is still data coming from Firehose in JSON format. Is CSV data. It can be JSON data from other sources. It can be any format. And what we want actually is to move all this raw data into what we now call the optimization data. Why we call it optimization data is because mainly this data is going to be very fast and very available for the user. So they don't need to care about the format or partitions, time partitions that we had before. So now what we need to go from raw to optimization data is to create an optim job, which is running on EMR. If you know, EMR is the Spark is Hadoop actually behind the service. You have many Hadoop systems in the Hadoop ecosystem. So one of them is Spark, and we use Spark for this job. This job is mainly going to read the data from the raw source and to write data into the optim source. No transformations are made at all. Simply, we transform the data from JSON to Parquet, and we control this file size of our system and also the partition of our system. So now we do know that all the files within a given partition really belongs to this partition, and there is no misplaced files.
The second part of the schema is not so hasn't changed a lot actually. We do have still Amazon Glue to crawl all our data optimized. So this time our data is much more faster to query and much cheaper actually, because Parquet is at least 6 times reduced. It compresses the files for 6 times, and we can also query by column. So this makes faster as well the query from Athena, because when you perform a query using Athena, you can select only the columns you need. So only the data you have selected is going to go to the bandwidth. But again, we spot some weaknesses on this schema and this architecture. First of all, we were only 2 data engineers to perform many of the Airflow DAGs. So most of the time we had some data analysts, or maybe all of them, working with us and creating pipelines with us. But this is not ideal because they are not meant to do that. Also, the optimization job we created became complex and very heavy to maintain for several reasons. Sometimes when you have to cast or transform some data from CSV or JSON to another part, like a table, there might be some drops due to data insights. Like, for example, the data should come in a string, but indeed it's not a string, it's a number, and you have to transform and cast this data, but sometimes it's a nullable or not. So we had to deal with many different cases around that, and that became very heavy and complex to deal with. Also, we were starting to struggle with the Athena and Glue connection. Like, Athena was used again to query data from our S3 using our Glue catalog. But more and more, we had to perform many aggregations on the system. As the data volume is becoming higher, these aggregations became also slower, and sometimes they couldn't even work at all. We have to say that's very important in here, that Athena actually runs queries within a cluster, but you don't own this cluster. This cluster belongs to the whole region, not only your account, your AWS account. So queries may wait for quite not a long time, but a few minutes or a few seconds more, just because it's within a queue in this cluster, and they have to wait to be executed. So that makes very, very complex and difficult to connect our data, our dashboard to this query engine. So that made our third iteration, and that's almost the last iteration we had. So first, we have to deal with the whole data volume we have right now. As I said, now we have new data sources, so we have a lot of data variety, and we have to deal with the data veracity we have, because some data sources, they may send similar data, but they are not really very consistent within them all. So we have to validate the data we are ingesting in order to be trustworthy for our data decision makings. And also, we wanted to add new SQL features, which are much easier to use in other systems like SQL, Postgres, or other, rather than using Athena. So to tackle all these problems, what we did was to add a new layer, which is the data warehouse layer. So now, on top of our data lake, we have this data warehouse. The data warehouse in here has two main things to do. It's actually giving again the autonomy to the data analyst to perform their own aggregations and query, since they are very, 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 very good using SQL rather than using other UML jobs or aggregation systems. They can perform their query very easily using Redshift. We had to create a new hot call strategy
to move data from the Amazon Redshift to the S3 on the other side as well. So we wanted our Redshift to become the first way the first contact when we want to query data that is already aggregated, but also the first contact when we want to push this aggregated data into S3. Of course, we can connect our Redshift to our data lake anytime using a new feature. Well, it's actually a feature called Amazon Spectrum, which can query any table within the data catalog in Glue catalog. So I'm going to zoom a little bit in the connection part between the data warehouse and the data lake, because I think this is very interesting. So first, we can copy data from the data lake to the Redshift, just performing copy operations. We can as well to unload the data from the Redshift to the S3 as well. Again, we can query data from the Redshift directly using the Glue connector, the Glue catalog, and we can load new tables as well, just like if it was an external SQL database. This will give us like 2 layers on our data lake and data warehouse, where the cold and granular data is stored in our S3 data lake. So we keep everything there for very big volumes in Parquet snappy formats, well partitioned to be queried in any time if we need it with Amazon Athena. We can create more tables or we can create more views, but all this is made mainly for the exploration side. It's not connected to the BI. On the other side, the data warehouse is mainly for the BI, and in there we host all the aggregated data, some sample from the granular data, so we can perform behavior analysis for our users. We have to take care about the list keys and the sorting keys we are using, and again for the same reasons, we can create more tables and more views around our data. Since Redshift is our own cluster, we can connect it to the dashboarding system directly, and we are sure that we will have the data available at any time. So that's the big picture we have today. But of course, we have many things to improve. I haven't talked about a lot the data monitoring and the alerting system. We do have. We started creating that from the very first iteration. We have some data being pushed to CloudWatch and data being pushed to Grafana with some alerts on them as well. Very important as well is the data validation we have to perform. There are many topics we have to tackle, so creating cross-validations between data sources is very important to be sure, like for example, that the number of downloads we receive from Apani or any other system that it's giving us this information is correct. And also we want to deep dive in the query optimizations using Redshift Spectrum, because we think we have still many things to learn and to improve in that side, which can maybe improve the cost we have on Redshift, or even to improve the latency of the data or the query time of the data. So just some conclusions that I would like you to take away. It doesn't exist from zero to perfection. So you can't create a whole system from nothing. You have to start easy and make it grow. You have to listen always for the feedback to be able to improve your system. But just stay focused on the things, the final goal you want to achieve. If you are working with Airflow or other systems which use cron jobs, please be sure that your jobs are idempotent. That means that you can replay your job any day, any time, and you will receive always the same output from the same input. Double check and triple check your data. So data validation is really important. You have to perform it from the source to the very final end. And also be very convenient. It's very sure. It's very certain that the real problems
does not appear with very few lines of data. Real problems appear with data volume is very high. So monitoring is very, very important for this kind of stacks. So that's all from my side. I hope that you enjoyed this talk. It was useful for you. If you have any question, I'll be happy to answer. Well, thank you very much, Manuel. So I saw that there is already some questions on the chat. So the first one was, can you explain why do you have more analysts than engineers to build your lake? Well, actually, data analysts, they are not meant to build the lake. They are meant to consume the lake. The funny fact was that at first we were only, as I said, 2 data engineers to work on. Since we had to build everything from scratch and they were going to consume our data, they just helped us to build it. But indeed, in the ideal case, they don't have to build the data lake itself. So if the question is if I can change the question, can't we hire more people? Yeah, that's something that we want to do. Okay, thank you. The second question is, what is the total amount of data at Voodoo? Total amount, actually, if I'm very honest. I can say that, for example, we had some data for the GDPR, which is being processed for data access and so on. And this data is taking like 15 hours to process just to access all the data. So it's quite huge for around 25 terabytes per day. All right, thank you. Next question is a bit longer. How do you ensure that the ingestion of 20 terabytes per day, especially when it is supposing to change, update the one already stored? Yeah, that's very, very, very interesting question, actually. If I can tell, that our data lake is S3. So for me, S3 is not meant to be updated. What we are doing today is to delete the data and to recreate the data if data has changed. So, for example, third-party data coming from our attribution tool, they dump us every day like CSV files, and these CSV files, they can change in a window of 7 days. So today I can have my files from 7 days ago changed. So what we do actually is simply we dump all the data we have created before and we recreate the data for this window. That's our way to update the data from S3. I do know actually that there are other services, other new services in EMR. There's one service called, one component called Hoodie. Hoodie is meant to update data from S3. This is very good, but from my point of view, is not very well suited for many cases. So it's very good if you want to update some data for a few lines, like 10 million lines is okay. If you want to go further, it may become very, very expensive because you are recreating the data all the time. All right, thank you. And one final question. Someone asked just to double check, you're not using anything especially from GameTech here, just standard AWS modules. No, correct? All this part, analytics part. So the game servers, as Alexi was talking about, is not on this presentation. All right, well, thank you very much. I don't see any other questions on the chat. Thank you, Manuel. So now we'll switch again in French, and we will welcome Gilles from Gameloft. Hello. Bonjour. C'est bon, Gilles, on t'entend bien. De mon côté, voilà. On t'entend bien.
Bonjour. Donc moi je vais vous présenter un peu le chemin de Gameloft. Donc je vais aller assez vite sur la présentation que j'ai faite au Summit il y a un an pour montrer d'où on est parti, ce qui s'est passé. Et en seconde partie de présentation, je vais un peu faire le point sur ce qui s'est passé en un an, puisque le Summit c'était il y a à peu près un an de mémoire. Et justement montrer comment on a progressé assez rapidement et tout ce qu'on a pu faire avec AWS. Donc Gameloft, maintenant cette année on a 20 ans d'existence. Il y a quelques chiffres que j'ai pas tout à fait mis à jour, mais 4300 collaborateurs dans le monde, plus de 200 jeux catalogues, 90 millions d'utilisateurs par mois et 1,5 million de téléchargements par jour. Quand je suis arrivé chez Gameloft, c'était en 2013. En fait, le marché en 2012-2013 a switché d'un type de jeu qui était le jeu premium. Donc, on payait quelques euros un jeu où on jouait tout seul dans son coin sur son téléphone. Et puis voilà, ça se passait comme ça. En fait, les jeux sont devenus freemium. Alexis en a parlé un petit peu en introduction. Le jeu freemium, c'est un jeu qu'on télécharge gratuitement, on joue autant qu'on veut, et si on veut, quand on veut, on peut payer certains bonus, personnages ou certains assets pour pouvoir améliorer ou aller plus vite dans son expérience de jeu, avoir plus de fun, etc. Le jeu freemium implique aussi une grosse croissance de trafic, puisqu'on est passé de téléchargement simple où on joue tout seul dans son coin à une expérience utilisateur qui se passe forcément full online, puisqu'on doit être capable de suivre au fur et à mesure le joueur pour pouvoir lui proposer ce qui va bien, sauvegarder sa position, qu'il puisse changer de device en cas de besoin. Les jeux sont devenus forcément multijoueurs aussi, parce que le but du jeu c'est que ce soit des jeux sociaux. J'ai mis compétition, effectivement il y a de la compétition ou de la coopération. Et pour reprendre aussi ce que disait Alexis, forcément qui dit compétition pour pouvoir gagner des places dans un leaderboard, eh bien signifie aussi triche, et donc forcément on a dû appliquer une méthodologie simple pour éviter la triche, c'est que tout ce qui se passe sur le téléphone est répliqué sur nos serveurs, ou était et est toujours répliqué sur nos serveurs. C'est ce qu'on appelle le serveur autoritatif. Donc on est parti d'une situation où on avait un load qui était assez instantané et contrôlé, à une situation où on a dû construire une plateforme full online pour un nombre de joueurs grandissant de manière exponentielle, avec des besoins de temps réel et de fiabilité, puisque dès qu'il y avait un problème sur une position, il fallait pouvoir resynchroniser ce qu'il y avait sur le téléphone avec ce qu'il y avait sur les serveurs. Donc, le but du jeu, effectivement, c'est aussi de garantir une expérience de jeu très bonne. S'il y a des problèmes de latence, s'il y a des problèmes de coupure, etc., forcément, ça va pas être terrible pour le joueur, il va pas être très satisfait. Donc ça induit une nécessité d'infrastructure beaucoup plus temps réel, instantané et robuste. Et tout ça, on a dû le faire dans du métal. Enfin, ce que j'appelle le métal, c'est en fait les serveurs dans les data centers. Le lancement d'un jeu, c'est quelque chose dont on parle pas forcément souvent, mais quand on lance un jeu, on a un énorme pic de trafic, surtout à l'époque où il suffisait qu'on soit un peu featuré dans les stores Apple et Google pour que le trafic explose. Et au niveau des serveurs, on pouvait se reprendre un stress de 10 à 50 fois le load habituel, le load qu'on attendait en vitesse de croisière. Donc dans un data center à capacité limitée, avec des capacités de prédiction limitées, c'était assez compliqué à gérer. Pour gérer cette explosion, où on est passé de quelques millions à plus de 25 millions de joueurs par jour, la solution a été simple, ça a été de rajouter des serveurs. Alors quand je dis qu'elle a été simple, c'est en théorie, on est passé de quelques dizaines à 900 serveurs en l'espace de 5 mois. C'est quand même assez lourd, surtout quand c'est pas forcément tout à fait prévu. Ça a nécessité de refaire la totalité de l'infrastructure, aussi bien au niveau du réseau, trouver des salles serveurs, et il a fallu aussi refactorer 2 fois en fait l'intégralité de la plateforme pour qu'elle puisse être scalable aussi bien verticalement que horizontalement. Et en plus, quand on est devenu full online, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de latence en fait pour nos joueurs. Notre data center principal est à Montréal, et nos joueurs qui étaient en Asie et en Chine avaient de plus en plus de problèmes de connexion et de latence. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté un data center à Hong Kong pour fournir la plaque asiatique, et en fait à Beijing pour fournir la Chine, parce qu'il y a notre ami le grand firewall qui pose quelques soucis. Au final,
ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on est environ avec 3 data centers et 3000 serveurs à gérer. Donc, au niveau des coûts, c'est pour ça qu'il y a un beau signe dollar au milieu. Ça a créé une explosion absolument phénoménale. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu aussi scaler les équipes en conséquence. Et justement, la conséquence pour les équipes, c'est qu'elles étaient à l'origine là avec la mission de créer une plateforme de gaming as a service pour pouvoir permettre à toutes nos game teams dans tous nos studios, on a à peu près 20 studios dans le monde, de pouvoir l'utiliser de manière pérenne avec en plus la capacité de livrer des nouvelles features en demande pour les joueurs, pour l'expérience utilisateur, pour le plaisir du jeu. Et au final, les équipes ont dû faire face à une croissance exponentielle en termes de besoins de maintenance et d'opération. Donc tout ce qui était innovation, agilité, créativité a quasiment disparu parce qu'il fallait effectivement en priorité stabiliser la plateforme, à garantir l'expérience utilisateur, pas de déconnexion, une expérience de jeu parfaite. En plus, à réussir à encaisser les nouveaux lancements de jeux. Et tout ça, encore une fois, dans du data center. Donc, en bas à droite, on voit ce qui a été mis un petit peu de côté, puisque la priorité, c'était vraiment pouvoir faire tourner les jeux. Évidemment, c'est une situation qui ne pouvait pas tenir, ni pour l'infrastructure, ni pour les coûts, ni pour les équipes. Et c'est là où, en fait, Amazon rentre en jeu. Alors, on avait commencé un petit peu avec Amazon avant, parce qu'on utilisait CloudFront comme CDN. Et on s'est dit, le fameux game server dont a parlé Alexis, qui réplique en fait la logique du jeu, mais sur nos serveurs plutôt que sur le téléphone, c'est une partie qui demande beaucoup de puissance en termes de CPU, en termes de RAM, et c'est aussi la partie qui doit scaler le plus rapidement et le plus fort possible en fonction du trafic ou des événements dans des jeux comme un événement spécial Pâques ou Noël ou Nouvelle Année ou ce genre de choses. Et en fait, on s'est dit, ce game server, ce fameux game server, franchement, c'est lui qui nous pose le plus de problèmes. Et si on essayait de le mettre dans le cloud? Eh ben, c'est ce qu'on a fait. On l'a mis en Nord-Virginie, en fait, pour un de nos jeux. Et ça a bien marché. Ça a même, en fait, tellement bien marché qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer de le mettre à Sao Paulo, si je ne me trompe pas. Pour l'Amérique latine, simplement parce qu'en fait, le joueur d'Amérique latine qui se connecte même en Nord-Virginie, c'est pas non plus terrible. S'il peut se connecter plus près, il aura une réactivité beaucoup plus efficace, il aura une meilleure expérience de jeu. Et le game server, lui, continue à envoyer la data et à faire les appels aux API vers Montréal. Pour le joueur, c'est mieux, pour nous, c'est mieux, et au final, tout le monde y gagne. Donc à l'époque, Amazon a eu la bonne idée d'ouvrir une région à Paris. Évidemment, Cocorico, comme je l'avais dit, on y est allé, on a pu aussi mieux servir toute notre population sur l'Europe. Et puis on a continué. Voilà. Donc, on a réussi à offloader petit à petit, ça s'est fait progressivement, nos game servers dans le cloud, ce qui nous a permis d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure prédictibilité et une meilleure gestion du load dans les data centers. Et à partir de là, d'arrêter l'escalade, de rajouter des serveurs, de rajouter de la maintenance, de rajouter des ops, et de pouvoir retourner à une situation qui était sous contrôle. Donc le bénéfice pour le joueur, je pense qu'il est assez démontré, c'est-à-dire que l'expérience utilisateur est meilleure. Il peut jouer plus tranquillement. S'il fait du PVP 5 versus 5 ou même à 50 dans une carte, on se débrouille pour qu'il trouve des joueurs qui soient près de lui. Comme ça, c'est beaucoup plus smart. C'est mieux que de jouer avec 2 secondes de latence entre quelqu'un qui est à Pékin et quelqu'un qui est en Californie. On peut rassembler les communautés au final, puisque les datas sont centralisées à un endroit et non pas séparées en 3 data centers. C'est toujours plus sympa. Si j'ai des copains aux États-Unis, de pouvoir jouer avec eux quand je suis à Hong Kong, par exemple. Pour Gameloft, évidemment, tout ce qui est scalabilité, élasticité, résilience, ça a été franchement très bénéfique. Le time to market, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le time to market et les LIOPS, le fait d'être dans le cloud, de pouvoir déployer extrêmement rapidement et sans incident des nouvelles versions des game servers, ça a permis de réduire par un facteur de 10, voire plus que ça,
le temps, soit pour faire certains patchs, soit pour rajouter des nouvelles features, soit rajouter des nouvelles ops ou des nouvelles opérations pour les joueurs, ou même créer des événements spécifiques dans les jeux. Et pour les équipes, le bénéfice, évidemment, c'est le retour de l'agilité, accélération, maîtrise des coûts pour la compagnie. Une des questions qu'on me demande souvent, c'est pourquoi Amazon, pourquoi le cloud, ça paraît évident, pourquoi Amazon déjà, c'était un partenaire qu'on avait à l'origine, qui nous a suivis et qui était toujours à l'écoute, et c'est surtout la culture de l'innovation. Le problème qu'on cherchait à résoudre, c'était on voulait faire de beaux jeux, pas de beaux data centers, et en fait, le problème, c'est que les équipes étaient concentrées sur essayer de faire de l'innovation et modifier leur architecture, leur code et leur infrastructure pour pouvoir scaler. Or, on a réussi à le faire, mais c'était pas notre métier. Et on avait Amazon qui était là, qui avait la capacité d'innovation, la capacité de la déployer et la puissance de feu pour aussi la géolocaliser partout dans le monde. Donc le choix était, je dirais, quasiment évident. Amazon, j'aime beaucoup le cloud et encore plus Amazon parce que c'est une énorme sandbox. Des choses très sympas qu'on peut faire avec ça, c'est la capacité de, non pas, enfin peut-être d'innover, mais en tout cas de tester ce qu'on veut. On peut s'amuser à envoyer du trafic sur une API ou sur une gateway et avoir plusieurs versions des services derrière, avoir plusieurs versions de bases de données. Du moment qu'on arrive à mettre des KPI et des métriques partout, on peut tester plusieurs hypothèses, typiquement pour le traitement de la data, pour le temps de latence, pour la réplication, cross-région, des choses comme ça. Et au final, avec les métriques, on est capable de décider quelle hypothèse correspond à tel besoin. On arrête et on efface ceux qui ne nous conviennent pas. Ça a duré quelques jours, quelques semaines. Et on garde celui qui nous va. Et à partir de là, on peut définir une architecture cible en fonction des besoins. Et ça, dans un data center, quand on doit avoir des gens qui doivent racker des serveurs, commencer à faire du networking, régler des load balancers, régler des firewalls, etc., c'est des semaines et des semaines, alors que dans le cloud, ça peut être vraiment une question d'heures ou de jours. Et au final, aussi Amazon, j'ai fait le choix à l'époque de prendre un support entreprise, vu notre volumétrie. C'est un très bon choix pour la simple raison qu'on est accompagné en permanence et surtout, on est vraiment partenaire. Enfin, la Game Tech, c'est quelque chose de nouveau chez Amazon, mais pour nous, chez AWS, pardon, mais chez nous, enfin pour nous, c'est quelque chose qui existe depuis qu'on travaille avec Amazon. On est sur des sujets de création de plateformes de gaming as a service. Voilà, donc ça c'est le slide que j'avais mis en fin de présentation pour pitcher un peu ce qu'allait devenir l'avenir pour nous. Et maintenant, on va, donc pour ceux qui ont l'œil, il y a un petit Kubernetes qui traîne. Et maintenant, nous allons passer à la partie qu'est-ce qui s'est passé depuis mars 2019. Alors j'ai fait les slides en anglais, mais je vais le faire en français. La première chose qui a été mise en place, c'est un programme de training. Parce qu'en fait, on a appris sur le tas, on a fait très très vite, on a fait aussi bien qu'on a pu, mais il faut vraiment prendre le temps de laisser le temps aux gens de s'entraîner, d'apprendre le cloud. Pourquoi ? Parce que ça va créer un terreau sur lequel les idées vont pouvoir mûrir. On n'a pas besoin d'être un expert en cloud pour pouvoir avoir de bonnes idées et après pouvoir faire justement de la recherche, de l'innovation et essayer de les implémenter. Par contre, si on a au moins les bases, on a un terreau sur lequel on peut vraiment réussir à capitaliser et à essayer de travailler, quitte à rechercher des experts en cas de besoin. Donc le training programme qui a été mis en place, c'est ceux qui veulent ont accès à une plateforme de training, Linux Academy ou Cloud Guru, qui sont en fait celles qu'on a choisies, puisque ce sont des plateformes où on ne regarde pas que des vidéos, mais en même temps où on pratique. C'est aussi le but du jeu, c'est de pratiquer. Il faut vraiment pratiquer le cloud parce que c'est une baguette magique, mais elle n'est pas divine. Donc il y a toujours des petits obstacles, des choses qu'il faut apprendre. Il faut le pratiquer. Les managers des employés qui sont sous ce programme s'engagent en fait à laisser 4 heures par semaine en temps de training à ces personnes avec lesquelles ils ont créé un training path. La compagnie paye en plus en prime la première certification dès qu'ils sont prêts. La plupart du temps, ils la réussissent. Et par contre, évidemment, s'ils arrêtent de suivre leur plan d'entraînement après quelques rappels, on donne la place à quelqu'un qui est un peu plus intéressé pour ça.
Et ça crée vraiment c'est ce que j'appelle un terreau sur lequel les idées peuvent venir. Une petite note à droite, ça se fait pas toujours encore systématiquement, mais les managers, à partir du moment où quelqu'un doit vraiment toucher au cloud, je pense que même les managers doivent au moins suivre la certification Cloud Practitioner, qui est celle qui est vraiment la certification de base, je dirais, mais ça leur apporte au moins la connaissance et la compréhension du cloud et des concepts. C'est vraiment quelque chose d'assez fondamental, qu'ils puissent comprendre le discours et l'environnement dans lequel leurs ingénieurs travaillent. En plus de tout ça, pendant cette année, on a réussi à créer un Cloud Business Office. Donc c'est un peu un centre d'experts, mais pas seulement technique, c'est un centre qui est capable de recevoir un besoin business et de faire en fait la conversion au niveau du langage en spécification technique ou en idée technique et de remonter en fait dans l'autre sens l'information ou le résultat. Ça s'est pas fait en une fois, il a fallu plusieurs itérations pour trouver le bon format. C'est pareil, c'est un changement de culture, c'est un changement de moyen de travailler, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas hésiter à recommencer ou à refaire autrement si ça ne fonctionne pas. Accepter l'échec, en tirer les leçons et recommencer, ça fait vraiment aussi partie de la culture de l'innovation. Casser les silos dans une team d'infrastructure globale, c'est toujours en cours et ça marche de mieux en mieux. On avait vraiment des séparations dev, ops, sysadmin, sécurité, etc. Normal, on gère une infrastructure data center tout à fait classique. Et au niveau de la culture, évidemment, il a fallu travailler là-dessus. Et on a des équipes maintenant qui collaborent de mieux en mieux et qui sont vraiment en train de passer. On n'en est pas au stade du Two Pizza Teams à la AWS ou à la Amazon, mais on avance beaucoup là-dessus. Ce qui a permis de simplifier les flows, les process, d'être plus lean. C'est pas qu'un buzzword, c'est une vraie manière de travailler, de réfléchir, de penser. Le partage du feedback, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus courant avec des outils collaboratifs et de partage de connaissances. Réinvente 2019, c'est une action qu'on a remis. En fait, on l'avait fait en 2017. On l'a refait en 2019, cette fois-ci avec des représentants de toutes les BU, que ce soit le gaming, le tracking, les ads, la data science, même la finance. Et en fait, l'avantage d'un événement comme Réinvente, c'est que, alors évidemment, il y a la présentation, il y a tous les ateliers qui sont là, mais l'avantage d'être immergé en fait dans une masse de, je ne sais plus, 70 000 personnes peut-être, qui sont là pour le cloud, pour Amazon, et qui sont là pour en parler et avec qui vous pouvez échanger, discuter, c'est vraiment quelques jours de passé qui sont beaucoup plus enveloppants, qui sont capables de vous donner une profondeur dans la réflexion, dans l'environnement Amazon, que vous retrouvez nulle part ailleurs, et ça permet vraiment aux équipes de voir, mais oui, eux ils l'ont fait, je peux discuter avec les présentateurs, je peux échanger, savoir comment ils l'ont fait, et c'est vraiment un petit investissement qui a énormément de retour sur investissement, et puis en plus ça fait plaisir aux équipes. Évidemment, nous avons renforcé les liens avec la GameTech, merci Alexis, et faire, apprendre, améliorer, partager, et on recommence. Le résultat, en fait, on va parler un petit peu de résultats. Donc, ce slide-là, c'est le slide qu'on avait vu tout à l'heure, où on a vu les effets délétères de la scalabilité exponentielle sur du métal. En fait, automatiser plus, passer un peu plus en mode DevOps, s'entraîner, level up les équipes, c'est-à-dire les équipes ont la connaissance de la compagnie, vous leur rajoutez une couche cloud, une couche Amazon au-dessus, elles deviennent beaucoup plus performantes, ça a été les deux priorités. Et les autres points qui sont améliorer l'infrastructure et la stabilité opérationnelle et le lancement des jeux, au lieu de devenir des priorités, c'est devenu des résultats. Donc c'est-à-dire que le fait de travailler sur l'automatisation, le training, le level up, nous a permis en fait d'avoir ces résultats-là plutôt que le reste devienne des priorités. Au final, on voit la petite courbe à gauche où du coup, les équipes maintenant, de nouveau, ont le temps de se préparer, et pas seulement les équipes de gaming d'ailleurs, ont le temps de se préparer et de penser à innover, créer, délivrer de plus en plus de tests, de features, et à partir de ce moment-là, il y a une amélioration de ce qu'on appelle le time to value,
Pourquoi ? Parce qu'on est capable de distribuer des petites parties de features au fur et à mesure, surtout quand on travaille dans le cloud. Et à ce moment-là, la valeur à chaque fois qu'on délivre une nouvelle feature, même si elle est petite, elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus accessible et instantanée. Donc tout ça, pour revenir à ma notion de terreau, en fait, fait que les équipes ont été, je dirais, nourries avec le mot cloud, avec Amazon, etc. pendant plusieurs mois. Elles ont eu du training pour celles qui le voulaient, et on a eu plein de petits projets qui sont nés spontanément, plus ou moins spontanément, en fonction des besoins ou des envies. Donc, nous avons le projet Titan, qui lui a été officiellement annoncé, qui est une plateforme c'est une plateforme de CMS, donc Content Management System, qui permet à des opérateurs télécoms en fait d'avoir un catalogue de produits, de le mettre à disposition sur leur portail, genre Orange, SFR, etc. Enfin, là, dans ce cas-là, c'était Titan, c'était TIM, Telecom Italia, pardon. Et en fait, cette plateforme a été faite full AWS, avec une équipe qui, à l'origine, n'avait jamais rien fait. En moins de 6 mois, ils ont fait une plateforme en marque blanche, qui a été utilisable et qui est déployée maintenant à la demande. Nous avons une game team qui a fait son anti-cheat, donc sa détection de tricheurs spontanément. Avec sa game server, elle s'est rajouté une petite stack de tracking instantané. Et à partir de là, elle a fait de l'analyse dessus et ça lui a permis de banner les tricheurs quasiment en temps quasi réel, on va dire. Donc on a traité beaucoup de data, on a pu activer le tiering de data en étant dans Amazon, ce qui était beaucoup plus compliqué dans le métal. En Chine, il y a une régulation qui dit qu'on doit stocker et traiter la data en Chine sur le sol chinois, en fait. Donc on a dû s'adapter à ça, et pour s'adapter à ça, notre stack de tracking qui était avant à l'étranger a été reconfiguré pour tourner dans Amazon en Chine, dans la région de Beijing en fait. Il y a eu un petit outil pour distribuer les builds pour le QA. Alors je dis un petit outil, mais en fait l'impact il est assez grand, puisque quand on fait une build et qu'on doit la distribuer dans 5 ou 10 studios à 200-300 personnes partout dans le monde, ça fait beaucoup de temps, beaucoup de traitement, et ensuite il faut qu'ils prennent du temps pour les installer, les resigner pour qu'ils puissent installer sur des téléphones Apple ou Android, etc. Donc c'est un process qui peut être assez long. Le fait d'avoir une application où il y a juste à cliquer pour uploader une build ou alors à cliquer pour installer une build, ça a permis une bien meilleure efficacité au niveau des process de QA et au niveau du temps de résultat avant de pouvoir faire pour avoir une analyse de QA sur un jeu. Des bots tests, Alexis en parlait aussi. En fait, nous, des bots tests, on en fait depuis des années. On en faisait dans le métal, on en fait dans le cloud, on s'amuse beaucoup avec ça. Et effectivement, on peut lancer à la demande des bots tests à plus de 200 000 bots. On pourrait même aller plus haut si on voulait, sachant qu'on essaye de cibler à chaque fois des bots tests supérieurs à ce qu'on attend comme nombre de joueurs simultanés dans un jeu. Et au final, un petit peu de game tech tout de même à signaler. Pour Modern Combat 5, on a un mode Battle Royale à 40 personnes, je crois, en simultané. Et en fait, pour ce mode-là, la Game Team a évolué et elle a décidé d'utiliser GameLift. Alors, la plateforme de gaming as a service, elle existait dans le métal. J'ai dit qu'on avait offloadé les game servers dans Amazon, mais entre-temps, elle a aussi évolué. Donc, il y a un mois, nous avons lancé un nouveau jeu qui est Lego Legacy Inbox. Et en fait, c'est notre premier jeu qui est full cloud. Il est full cloud, donc il est complètement dans Amazon, non seulement les game servers, mais les API et la data. Donc cette plateforme s'appelle Jidoka, c'est son nom de code interne. Elle a été lancée, elle est opérationnelle, elle fonctionne bien. Bon, le chemin n'a pas été super direct, parce que comme on l'a vu là dans le schéma précédent, on était dans le métal, on était dans du Docker, dans du Kubernetes. Le Kubernetes a été dans Amazon. Et maintenant, on va sûrement s'orienter vers IKS pour des raisons X, sachant que IKS, quand on a commencé, en fait, n'était même pas en bêta. Donc, il y a des raisons historiques à ça. Mais le principal, c'est qu'au final, on voit qu'on est capable d'agilité
Et surtout, une fois qu'on est dans le cloud, l'agilité, elle est beaucoup plus facile et plus rapide. On peut vraiment s'adapter à énormément de choses. Donc la V1, c'est seulement pour les nouveaux jeux, pas encore pour les anciens. Et surtout, le Game Launch, c'est bien, après 7 ans de Gameloft, c'est très bien de pouvoir lancer un jeu où on peut dormir la nuit. Parce que on sait jamais ce qui se passe, il y a toujours des petits soucis à résoudre, etc. L'infrastructure a toujours des petits problèmes. Là, cette fois-ci, le lancement d'un jeu était un non-événement, ce qui est... c'est ce que j'ai mis. Le temps de sommeil est un super bon KPI pour savoir si on a une infra qui est robuste, scalable. On a la version 2 qui va arriver bientôt. La version 2, je vais résumer. En fait, la version 2, c'est une version qui fait self-service pour les game teams. C'est-à-dire qu'elles auront de moins en moins besoin de la team infrastructure et en fait, elles auront de moins en moins de visibilité sur ce qui se passe dans l'infrastructure. Accessible par API ou UI, intégrable avec leur CI/CD. Et surtout, cette V2 va être aussi notre migration factory pour les jeux qui sont encore on appelle ça une game evolution, c'est-à-dire que nos jeux, comme ils sont freemium, tous les 2 mois à peu près, on met du nouveau contenu, on change le gameplay. Il faut que ça reste amusant, intéressant, que les joueurs continuent à avoir du fun. Donc, on est tout le temps en train de les mettre à jour. Donc pour les jeux qu'on continue à mettre à jour très régulièrement, aller dans le cloud et avoir la data pour ces jeux dans le cloud va être aussi beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que ce JDoka V2 va être notre migration factory pour tous ces jeux-là cette année. Et au final, le résultat sera que forcément, on va sûrement, même plus que sûrement, on va réduire les data centers, ce qui va nous permettre de réduire aussi les ops sur le métal, et à partir de là, pouvoir travailler beaucoup plus sereinement dans le cloud. On a eu une présentation juste avant sur une stack de data, de BI. De notre côté aussi, j'ai parlé de l'expérience qu'on a eue en Chine où on a dû adapter très vite notre stack de tracking et qu'on l'a mise dans Amazon. Suite à tous ces événements, en fait, la team qui s'occupe de la data chez nous a décidé de refaire toute sa stack parce qu'on avait vraiment une stack très technique qui était très bien, mais qui nécessitait aussi énormément d'ops dans le métal, et ils ont décidé de la refaire complètement en utilisant les technos Amazon standard. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Pour le moment, c'est encore en test en parallèle entre le data center et le cloud. Et normalement, je pense que le mois prochain, on va commencer à faire le rollout progressivement, c'est-à-dire migrer la data définitivement dans Amazon et couper les stacks, que ce soit le tracking, le BI, le data lake ou d'autres systèmes. Petit à petit, on va faire un shutdown dans le data center au fur et à mesure qu'on a confirmé que ce qui se passe dans le cloud nous satisfait. Et au final, on est vraiment dans une situation où je parle d'indicateurs de culture, de changement de culture. On est dans des situations où maintenant, quand il y a un nouveau projet, les gens pensent d'abord comment je peux faire dans le cloud plutôt que de se dire comment je peux faire comme je faisais avant. Et voire, ils se plaignent maintenant quand on leur dit mais non, il faut que tu utilises encore pour des raisons de compatibilité, parce que n'oublions pas, on a 20 ans d'historique, ça fait énormément de legacy à gérer et à prendre en compte. Mais quand on leur dit tu vas devoir travailler avec le legacy, ils sont quand même beaucoup moins contents. C'est quand même un très bon résultat et un très bon indicateur de changement de culture. Et n'oublions pas, notre ami le Covid, ou notre ami, façon de parler, mais le Covid a mis le monde, là je crois qu'aujourd'hui on est à 3 milliards de personnes en isolement, si j'ai bien regardé les informations hier. Et pour nous, c'est pareil. Gameloft est une société très distribuée. À Paris, on est une centaine de personnes, sur plus de 4300, 4500 personnes. Et on a dû très vite réussir à mettre la totalité de nos employés en télétravail. Alors, on n'était pas complètement nus, je dirais, puisqu'on avait certaines personnes qui avaient déjà des accès VPN pour des cas très particuliers, mais on était très loin d'avoir la capacité de gérer ça. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Amazon, avec AWS, on a réussi à utiliser des AIMI dans la marketplace,
Et alors, on a des boîtiers de VPN dans les studios et au data center, mais ces boîtiers ont des capacités limitées, 50 connexions, 200, 300 connexions. Quand on a un studio de 600 personnes et que le boîtier VPN ne peut pas tenir plus de 200 connexions, ça pose un petit souci. Ce qu'on a réussi à faire, et très très vite en fait, franchement bravo aux équipes de Gameloft, ils ont réussi à utiliser les IMEI dans les marketplaces, et à partir de là, ils les ont lancés dans le cloud et ils ont scalé en fonction des besoins dans les régions les plus proches de chaque studio. Ce qui a permis, globalement, là aujourd'hui, on est en full télétravail. Alors il y a encore quelques problèmes d'utilisabilité. Tout le monde peut se connecter, ça c'est fait. En termes d'utilisabilité, on a des artistes, par exemple, qui ont vraiment besoin de travailler avec des palettes de couleurs complètes, etc. Ou alors des gens qui travaillent sous Linux, ou des gens qui travaillent avec des outils OpenGL, et le remote desktop avec OpenGL, ça marche pas. Et là-dessus aussi, même chose avec Amazon, avec un petit peu d'expérimentation et de test. Ce qu'on a réussi à faire, donc il y a une solution qui s'appelle Amazon Workspace avec des GPU, qu'on a commencé par étudier. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que dans les EC2, il y avait aussi de la GPU tout à fait utilisable. Et on a trouvé deux formats intéressants, dont un avec les Tesla T4 qui permet du remote desktop sous Windows, y compris avec l'OpenGL, puisque la T4 est une GPU professionnelle, donc ça fonctionne. Et pour ceux qui ont vraiment besoin d'une qualité graphique parfaite, je dirais, les vrais designers ou les vrais artistes, eux de leur côté, on est capable de leur donner des EC2 avec des GPU et avec des drivers Teradici, qui sont des drivers où il n'y a pas, on va dire que c'est lossless en fait au niveau de la qualité. La seule contrainte, c'est qu'effectivement ça demande beaucoup de bande passante, puisqu'on n'est pas à du 3-4 mégabits par seconde, on est plutôt sur du 25. Et voilà. Je dirais que c'est un beau voyage. Alors le titre disait stratégie, mais en fait c'est vraiment un voyage. Comme ça a été dit avant, il faut vraiment comprendre qu'on se donne des objectifs, mais il faut découvrir le cloud, il faut le pratiquer. Et au final, ça va tellement vite en fait d'utiliser et de tester plein d'hypothèses différentes qu'on arrive toujours à trouver ce qu'il faut pour un résultat défini. Et la dernière chose, je dirais, c'est qu'il faut pas hésiter à revenir en fait sur ce qui a été designé tous les 6 mois ou tous les ans, parce qu'il y a tellement de nouveaux services et de nouvelles capacités qui arrivent régulièrement chez Amazon que ça serait dommage de s'en priver, et ça permet d'optimiser en fait en permanence. Merci. Eh bien, merci Gilles pour ce beau voyage. On va peut-être prendre quelques questions si on a encore quelques minutes. La première nous vient d'Eric qui pose une question sur la partie réseau. Peut-on en savoir plus? Quels ont été les challenges de connectivité cloud public et privé? Et après, il parle d'Internet vs Private Connectivity. Quel a été votre choix? Alors, connectivité, challenge de connectivité cloud privé et public. Private connectivity versus Internet. Je ne sais pas si la question c'est entre les studios ou entre les data centers en fait, ou entre Internet et les data centers, parce que on a vraiment un mesh qui est équivalent à un ISP, c'est-à-dire qu'on a des connexions entre les data centers qui passent par Internet. On a aussi des connexions entre les studios qui sont aussi des connexions privées. Et je vois pas tellement il faudra un tout petit peu plus de contexte sur la question si c'est possible. Challenge de connectivité cloud privé plus public. Je sais pas si Eric est encore connecté. J'ai pour l'instant pas d'autres questions qui remontent sur le chat. Utilisation de l'infra ASCODE d'AWS. C'est une question. Guillaume Clovis, utilisation de l'infra ASCODE AWS. Alors, est-ce que la question, ce serait, est-ce qu'on utilise plutôt du CloudFormation ou du Terraform, de l'Ansible, ou ce genre de choses peut-être J'ai l'impression, c'est ce qui a été précisé, tout à fait. Voilà. En fait, on est vraiment parti au début sur du Terraform parce que c'était le plus pragmatique et le plus évident. On n'avait vraiment pas de connaissances et de formation en CloudFormation d'ailleurs.
Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué. L'avantage du Terraform, c'est qu'il était utilisable aussi bien dans le data center que dans le cloud. Donc le CloudFormation lui-même, on l'a pas tellement utilisé. Ce qu'on a rajouté derrière, c'est qu'on a vraiment créé une stack Kubernetes qu'on a déployée. Et dans le Kubernetes, évidemment là, avec les mécanismes qui sont inhérents à Kubernetes, on peut déployer nos services dans le cube. Et là, c'est beaucoup plus simple. On commence à mettre une touche d'Ansible un peu à droite à gauche. Le projet Titan dont j'ai parlé, le projet de Content Management System, lui par contre est entièrement créé et déployé à partir de Beanstalk tout simplement. C'est-à-dire que parfois il suffit des outils les plus simples qui sont là, prêts à se servir. Avec Beanstalk, ils sont capables de faire du blue-green, voire du canary release, sans downtime, et ça fonctionne très très bien. Et à part quelques petites customisations sur ce que génère Beanstalk, franchement, il y a pas grand-chose à faire pour ça. Bon, ça peut pas s'appliquer pour la plateforme de gaming qui est beaucoup plus large que ça, mais Très bien, merci Gilles. Pas d'autres questions pour l'instant. Eh bien, c'est ainsi que va se conclure le premier meet-up virtuel. Je vous poster le lien vers le Slack. Merci beaucoup Gilles pour ta présentation. Merci Alexis, merci Manuel et merci Sébastien avec qui j'ai préparé ce meet-up. Ça a été une sacrée expérience aussi de vous proposer ce meet-up virtuel. J'ai apprécié et n'hésitez pas à nous faire vos retours par mail ou bien directement sur LinkedIn si vous souhaitez. On envoie toutes nos bonnes pensées aussi au personnel médical, voilà, qui on pense en ce moment. Pour ma part, j'espère vous revoir très vite. Prenez soin de vous, bonne soirée et à très bientôt. Bye bye. Merci, à bientôt.